Enfin, Elisabeth Borne a dévoilé hier sa réforme des retraites, enfin la réforme des retraites de Macron saison 2, puisqu'on se souvient que celle de son premier mandat avait été suspendue après une grève générale inédite et la crise du Covid-19. On écoute un extrait de la conférence de presse d'Elisabeth Borne. Mesdames et messieurs, nous proposons aujourd'hui un projet pour l'équilibre de notre système de retraite, un projet de justice et un projet porteur de progrès social. Premier objectif, un projet d'équilibre. Le déséquilibre entre le nombre d'actifs et le nombre de retraités va provoquer des déficits qui vont se creuser année après année. Laisser s'accumuler ces déficits serait irresponsable. Les aggraver davantage en prenant des mesures démagogiques comme abaisser l'âge de départ à la retraite le serait plus encore. Cela conduirait inéluctablement à augmenter massivement les impôts, à diminuer drastiquement les pensions, voire à mettre en péril notre système de retraite. Cela, nous n'en voulons pas. Je suis bien consciente que ça n'est neutre pour personne, mais pour l'avenir de notre système de retraite par répartition, nous proposons que celles et ceux qui le peuvent travaillent progressivement plus longtemps. La Première ministre a insisté sur un certain nombre de mesures phares. Je cite d'abord les plus importantes et les plus douloureuses. À partir du 1er septembre, l'âge de départ à la retraite sera relevé progressivement pour atteindre 64 ans en 2030. Pour bénéficier d'une retraite à taux plein, il faudra cotiser 43 ans. D'ailleurs, c'est ce que prévoyait la réforme Touraine, qui date de 2014, mais dès 2027 et non à partir de 2035, comme prévu. Alors, c'est la fin aussi des régimes spéciaux pour les nouveaux arrivants sur le marché de la retraite, à la RATP et dans le secteur de l'énergie, mais les marins, l'Opéra de Paris, la Comédie Française ou encore les professions libérales conserveront leur régime spécial. Et bien entendu, le gouvernement a alterné la carotte et le bâton. La retraite minimale, mais seulement pour les carrières complétées, monte à 1 200 € bruts par mois, soit 85% du SMIC. Un dispositif carrière longue qui permettra à ceux qui ont commencé à travailler, par exemple, à 14 ans, de partir à 58 et ceux à 16 ans de partir à 60 ans à taux plein. Et par ailleurs, pour les personnes en invalidité, inaptitude, le départ est prévu à 62 ans. Et pour celles en situation de handicap, c'est 55 ans. Que faut-il penser de cette réforme ou de cette contre-réforme? À quelle réaction, quelle contre-attaque syndicale et citoyenne peut-on s'attendre? Macron parviendra-t-il à ses fins? Sera-t-il mis en échec par la colère populaire? C'est le sujet de l'entretien d'Actu. Pour en parler, j'ai sur ce plateau deux invités, Mathieu Slama, essayiste, auteur de Adieu la liberté, paru aux presses de la Cité, et Gaël Kirant, syndicaliste, militant Sud PTT, symbole des combats de la Poste, militant du nouveau parti anticapitaliste. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors, j'ai envie de recueillir, moi, vos impressions après l'annonce des principales mesures de cette nouvelle réforme des retraites. Je sais pas, elle nous prend pour des cons et des connes quand même. Enfin, je veux dire... C'est du foutage de gueule intégral de parler de progrès social lorsque tu augmentes en fait l'âge de départ à la retraite. Et en fait, c'est du foutage de gueule de donner l'impression que c'est pour préserver le système de retraite par répartition. En fait, c'est juste une contre-réforme dont l'objectif, c'est de préserver les profits des patrons du CAC 40, des Bolloré, des Arnaud. Et le gouvernement actuel, il est là pour ça. Alors, en face de tout ça, parce que j'ai envie de dire, c'est pas un scoop. Parce que là, depuis 24 heures, on a un déchaînement dans la presse. Je veux dire, le débat, il était entre le fait de savoir si tu allais prendre 3 claques ou 2,5. En fait, on en prend 2,5. Mais la question maintenant, c'est en fait comment on fait pour gagner. Parce que c'est une question, en fait, qui est une question centrale, cruciale. En fait, ils ont un projet de société qui est l'inverse du progrès social. Ils ont un projet de société qui est l'inverse de la défense des acquis obtenus par les luttes du monde du travail, de la jeunesse. Et ce projet de société, on a vu la gueule qu'il avait pendant la pandémie. Ce projet de société, c'était en fait de traiter toutes celles et tous ceux qui font tourner cette société comme des moins que rien. Derrière, on a quoi? On a des profits faramineux. Ils n'ont même pas honte de dire qu'ils ont réussi à reverser plus de dividendes, des dividendes records, à faire des profits records. Elle nous parle de déficit.
mais qu'ils aillent prendre dans les profits qui sont faits par une petite minorité grâce au travail d'une majorité. Donc aujourd'hui, quand on parle de conflits sur la question des retraites, en 2003, en 2010, en 2018, en 2019, à chaque fois que ces questions ont été abordées, elles portent une question qui est une question centrale. Qui doit décider ? Qu'est-ce qui est prioritaire dans cette société ? On nous parle de 64 ans. L'âge moyen de départ en bonne santé, pour un homme, en France, c'est 64 ans. C'est quoi ce projet de société qui n'arrive pas d'accumuler des profits, des bénéfices, et qui en fait fait de travailleurs et de travailleuses des gens qui se retrouvent complètement démunis une fois avoir mené toute leur vie de travail, avec en plus des centaines de milliers, de millions de personnes qui sont au chômage, qui sont précaires. C'est du foutage de gueule. Et donc la discussion, elle est simple. Parce qu'en fait, tout le monde est apeuré. On a réussi à faire reculer le gouvernement en 2019. En 2019, ils avaient déjà ce projet de contre-réforme des retraites. En 2019, ils avaient déjà l'illusion de penser que grâce à la période de Noël, ils arriveraient à faire passer leur contre-projet de retraite des réformes. Pourquoi ils ont eu autant de tergiversations, de discussions, à quel moment je fais l'annonce, etc., etc. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, je veux dire, quant à la CFDT et une intersyndicale de la police qui dit c'est pas bon, franchement, je veux dire, tu peux faire tout le cinéma que tu veux avec Brigitte Macron, mais c'est que clairement, tu as un petit problème par rapport au projet que tu proposes. Mais aujourd'hui, la vraie discussion, c'est pas... tout le monde voit bien quel est l'enjeu pour le gouvernement. Tout le monde voit bien que le but, c'est de nous faire travailler plus. Tout le monde voit bien que c'est en fait d'essayer de casser une combativité qui a empêché jusqu'à présent de pouvoir mettre en place ce contre-projet. Et je le redis, sans les grèves, sans les blocages, sans les manifestations, on aurait déjà l'application de ce contre-projet. Comme dans l'État espagnol, comme au Portugal, comme dans l'ensemble des pays européens. Donc la discussion là maintenant, c'est comment on fait pour gagner. Parce qu'à l'inverse, ça peut être un formidable, imaginez, on les empêche de mettre en place leur projet. Alors, c'est pas un petit enjeu. La Macronie, bien évidemment, est venue à la rescousse du président de la République, et notamment Éric Woerth, qui en appelle à la solidarité des Françaises et des Français. Une déclaration qui vous a fait réagir, Mathieu Slama. Oui, en fait, moi, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, et je n'ajouterai pas une virgule à tout ça. Mais moi, il y a plusieurs choses qui me frappent dans cette histoire. Et notamment dans la communication autour de cette réforme qui, je suis d'accord, le but de cette réforme, c'est quoi ? C'est faire des économies sur le dos des travailleurs. Et donc, la logique, c'est il faut travailler plus, vous devez travailler plus, etc. Ce qui est la logique néolibérale, qui est le cœur même du projet macroniste depuis le début. Donc, je suis d'accord avec vous. En fait, il n'y a pas de surprise. C'est tout à fait... ce qui se passe est tout à fait logique et tout à fait dans l'esprit du macronisme. Mais moi, ce qui m'a frappé d'abord, c'est cette idée que qui a été l'élément de langage qui a été celui de tous les macronistes, qui est de dire on a été élus là-dessus. Voilà, on a été élus pour faire cette réforme des retraites. Et ça m'a beaucoup étonné parce que je ne crois pas qu'Emmanuel Macron a été élu sur cette réforme des retraites, puisqu'il a quand même été élu en partie pour faire barrage à Marine Le Pen, il a été élu en partie par des électeurs de gauche, et d'ailleurs lui-même avait dit à la sortie de l'élection présidentielle qu'il tiendrait compte de ces circonstances particulières de son élection, qu'il se sentait obligé par rapport au fait qu'il a rassemblé des gens de tout horizon politique. Et donc je suis frappé par cette idée que cette réforme serait... finalement, le résultat de la souveraineté populaire, c'est absolument pas le cas. Et en plus, je crois que les sondages sont sans équivoque. C'est 80%. Voilà, 80% de Français contre cette réforme. Donc déjà, là-dessus, je trouve qu'il y a une forme de mensonge dans la vente, entre guillemets, de cette réforme qui est quand même très problématique. Et ce qui est à la fois pas si surprenant de la part de ce qui n'est pas Macronie. Surprenant, mais quand on fonde une communication politique sur le mensonge, c'est quand même qu'il y a un problème éthique autour de ça. Et la deuxième chose, c'est que moi, je trouve qu'il y a aussi une indécence. C'est François Ruffin avait une bonne formule pour résumer ça. C'est un peu les seigneurs qui estiment que les manants sont trop gâtés, sont vraiment trop gâtés. Et je trouve que cette formule est juste parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on entend depuis quelques semaines dans la communication des macronistes ? On entend que
mais vous voyez que l'évolution des conditions de travail, ça va mieux. Alors on a eu l'exemple des exosquelettes pour les gens qui, je crois, travaillaient dans le bâtiment ou quelque chose comme ça. Donc un macroniste qui nous a dit, regardez, ça va beaucoup mieux pour les travailleurs qui ont des conditions beaucoup moins dures qu'avant. Là récemment, on a eu un député qui nous a dit aussi, non mais les carreleurs, ils ont des grenouillères, donc ça va mieux aussi pour eux finalement. Leurs conditions de travail sont pas si terribles. Donc voilà, cette réforme des retraites, elle est aussi logique par rapport à ça. Et puis on a donc Éric Woerth qui nous dit non mais ne soyez pas individualistes, ne soyez pas égoïstes, c'est pour le bien du pays, c'est pour sauver nos retraites, etc. Ce qui est un peu d'ailleurs l'élément de langage de Brigitte Macron, qui a dit je veux cette réforme, elle est aussi pour garantir aux jeunes qui nous écoutent qu'ils auront bien une retraite. Donc il y a cette idée vraiment que finalement c'est pour le bien de tout le monde, etc. Et juste pour finir, au fond, là où je suis d'accord avec vous, c'est que en fait, ce n'est pas une mesure technique, cette réforme de retraite. Il y a quelque chose de beaucoup plus fondamental derrière. Et moi, je me souviens, j'étais jeune à l'époque, mais les grandes réformes la grande réforme des retraites de Juppé en 95, et Pierre Bourdieu avait fait un discours célèbre face aux cheminots sur cette réforme de retraite. Et il avait dit une chose que je trouve était très juste et qui pourrait s'appliquer à ce qui se passe aujourd'hui. Il disait, il en va de la sauvegarde de notre civilisation. Et la civilisation du service public, la civilisation des droits sociaux, des droits acquis, des conquêtes des droits, etc. Et au fond, ce qui se joue derrière cette réforme de retraite, et là on est d'accord, c'est cette idée finalement d'une république des droits, du fait que la conquête des droits sociaux, le fait de préserver, non seulement préserver ces droits sociaux, mais aussi de combattre pour de nouveaux droits. Et finalement, cette logique macroniste qui est de dire on vous enlève des droits, on va vous faire travailler plus, et en plus cette logique qui pour moi va complètement contre le sens de l'histoire, qui est de faire travailler plus, alors qu'on voit bien qu'au fond le sens de l'histoire c'est de travailler moins, de trouver du temps à côté du travail, etc. Il y a une lutte derrière qui est presque une lutte de civilisation pour la vision qu'on a de notre république sociale, des droits sociaux et d'un certain nombre de choses qui sont quand même des acquis très fondamentaux de notre pays. Et donc c'est là où va se jouer, je pense, la contestation sociale. Je crois que les syndicats ont appelé à un mouvement le 19 janvier. Et ça va être un test intéressant, parce que de voir s'il y a vraiment, comme en 95 finalement, si le nombre peut descendre dans la rue et avoir une vraie opposition à cette réforme. Ou d'ailleurs, je vois que la droite est partagée sur cette réforme. Donc rien n'est acquis. Je veux dire, il y a une lutte là qui peut être menée et qui peut potentiellement réussir. Gaëlle Quirante, vous l'avez rappelé, cette réforme cette réforme du système de retraite. On en parlait déjà lors du gouvernement Macron-Philippe, et à l'époque, Emmanuel Macron parlait surtout d'une retraite à points et n'était pas du tout convaincu par la thématique de l'allongement de l'âge de la retraite. On regarde un magnéto. Sujet de l'âge légal. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui, on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois, c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. C'est le délai légal. Ce serait hypocrite. Bon, on va dire à la décharge du chef de l'État que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Gaëlle Quirante. Oui, mais surtout, il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. C'est-à-dire qu'en réalité, le gouvernement, il fixe comme il souhaite ses priorités. Mais l'objectif, c'est celui de faire en sorte que ceux qui font tourner cette société payent tout, en fait. Payent lorsqu'il y a des pandémies, payent lorsque les bénéfices des entreprises doivent être maintenus, et en plus qu'on se tape sur la gueule en nous divisant les uns les unes et les autres. Je crois que ce que tu as dit tout à l'heure, Mathieu, sur la question de quel projet de société, c'est essentiel. Et en fait, moi j'ai envie de dire, le problème, c'est pas une question simple de répartition qui se pose. C'est qui c'est qui décide, qui c'est qui dirige cette société. Est-ce qu'il est normal, par exemple, que cette société soit dirigée par ceux et celles qui, en réalité, ne la font pas fonctionner?
qui ne font pas tourner cette société. Ça a pété à plein visage au moment du Covid. C'est-à-dire ceux et celles qu'on maîtrise. Moi, je suis postier, postière, caissier, caissière, dans le nettoyage, etc., etc. Ben, on voit bien qu'en fait, ces boulots-là, sans ces boulots-là, il n'y a rien qui fonctionne. Et ça fait des profits. Bon, et ces profits, en fait, ils sont produits par le travail et par le fait qu'on exploite le travail. Bon. Et ça, on peut le tourner dans tous les sens. Mais souvent, on dit oui, répartition du gâteau. Mais enfin, je veux dire, la question, elle n'est pas de savoir si je vais avoir une part plus grande. C'est pourquoi, au bout d'un moment, c'est Bolloré, c'est le gouvernement, c'est Arnaud, c'est un patron qui décide la part que tu reçois, alors que c'est toi qui fais fonctionner cette société. Donc ça, il y a un enjeu quand même qui est un enjeu un peu fondamental. Quelle est la retranscription concrète ? Parce que là, ils nous font du cinéma, ils sont passés 62 ans. Mais la question fondamentale, c'est qu'à un moment donné, en fait, on devrait partir à 60 ans minimum. On devrait être sur, en termes de cotisation, à ce qui était les réformes avant qu'elles aient été par la gauche et la droite, détricotées, 37 ans et demi d'annuité, et à taux plein. Parce qu'en fait, quand tu dis juste départ à 60 ans, mais que tu ne parles pas de taux plein et tu ne parles pas d'années de cotisation, tu as une entourloupe qui s'appelle la décote. Bon. Et donc, quelque part, les capitalistes, le patronat, comme ils savent que c'est un sujet qu'ils ont du mal en fait à prendre à bras-le-corps, ils décident en fonction de ce qu'ils pensent être le meilleur moyen d'attaquer, soit sur l'âge de départ, soit sur le nombre d'années de cotisation, soit sur la décote, soit sur la répartition, soit sur les points. Mais l'objectif, il reste le même. Augmenter leurs profits aux dépens de ceux et celles qui font tourner cette société. Et c'est pour ça, si tu me permets de le dire, que je suis un peu en colère. Un peu en colère parce qu'en fait, le film, on le connaît par cœur. Le scénario, on le connaît par cœur, de la part de l'autre camp. Pourquoi on a attendu le 10 janvier pour annoncer une grève le 19 ? Bon, par ailleurs, il va y avoir une grève le 19, lequel on sera en grève, on appellera à faire grève. Dans mon département, par exemple, dans les Hauts-de-Seine, où on est le syndicat majoritaire, on ira marcher et manifester le 21 janvier. On fait quoi entre le 19 et le 21 ? On reprend le boulot, tranquillou, on attend ? Enfin, je veux dire, d'un côté, hier, j'ai vu à la Bourse du Travail toutes les directions syndicales, tant mieux, pourvu que ça dure, sur des revendications claires. De l'autre côté, j'ai vu des conférences de presse d'organisations politiques. Il y a un devoir de responsabilité, là, quand même, à un moment donné. Le devoir de responsabilité, c'est que tout ce beau monde doit se rencontrer. Mais pas pour discuter répartition, circonscription. Pour discuter plan de bataille. Enfin, je veux dire, quand est-ce qu'on les a empêchés ? Quand il y a eu blocage. Quand est-ce qu'ils flippent ? Quand les raffineurs se mettent en grève. Quand est-ce qu'ils balisent ? Lorsque la jeunesse converge avec le monde du travail. Et peut-être que les grévistes flippent de la répression policière. Est-ce que ça ne pourrait pas expliquer justement cette tiédeur, on va dire, à manifester, à se mettre en grève ? L'objectif de l'État, c'est celui-là, et de la répression policière, mais depuis toujours. Mais en même temps, depuis 2016, en vérité, les mobilisations, elles n'arrêtent pas. Et j'insiste, 2019, on nous dit on n'a rien gagné depuis le CPE de 2006, depuis le référendum constitutionnel de 2005. Bon, mais le gouvernement, il a voulu faire passer cette contre-réforme en 2019. Heureusement que la RATP avait appelé toutes les organisations syndicales à une grève illimitée à partir du 5 décembre. Elle n'avait pas appelé 10 jours avant, plusieurs semaines, mois auparavant. Bon. Et ça avait agrégé tout le monde. Moi, je dis juste là, le week-end prochain, en fait, qu'est-ce qu'on devrait faire toutes et tous ? Évidemment, dans les entreprises dans lesquelles on est, dans les quartiers dans lesquels on est, discuter dès le 19 d'Assemblée Générale et de continuer. Mais là, il faut que, je sais pas, j'ai envie de dire, tous les dirigeants politiques, syndicaux, associatifs, il faut qu'ils se regroupent, qu'ils discutent de quand est-ce que c'est le top départ d'une grève illimitée dans laquelle on bloque avec ceux et celles qui ont des emplois, avec ceux et celles qui n'ont pas d'emploi, avec la jeunesse. C'est ça l'enjeu. Aujourd'hui, regarde, depuis 2016, je termine avec ça pour ne pas être beaucoup plus long. On a eu mouvement des Gilets jaunes, mouvement insurrectionnel de ceux et celles qui étaient les plus précaires, pas forcément dans les zones urbaines. On a eu la jeunesse en 2016 contre la loi travail et un gouvernement dit de gauche. 2018, le blocage de secteurs stratégiques comme les raffineries, comme la SNCF, comme la RATP. On a eu la volonté portée de dire il faudrait changer de monde avec les occupations de place et Nuit debout. Imagine si tout ça converge et se met en place au même moment. C'est pas illusoire de penser, en fait, moi j'ai rien contre l'utopie, mais c'est pas illusoire de penser qu'aujourd'hui il serait possible d'avoir au même moment
une grève générale, des manifestations de masse, la discussion sur un projet de société, la convergence du public et du privé et de la jeunesse qui porte un autre projet. Mais ça, c'est comme une grande bouffe. Ça ne s'improvise pas. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, ils ont peur à fond du mouvement de gilet, jaunisation, des grèves. Il y a un conseil ministériel, effectivement, qui disait « Ce qui nous inquiète, ce sont les colères qu'on n'aurait pas vues venir ». Ça, c'était quelques jours avant la présentation de la réforme des retraites et d'un appel à manifester des gilets jaunes. Alors, pourquoi présenter ce projet dans ce contexte-là de crainte du côté du gouvernement et d'inflation et de crise qu'on connaît aujourd'hui ? C'est vrai qu'on est... je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit et au fond, on a une situation assez paradoxale. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une colère qui s'exprime dans la société. Il y a des sondages qui nous montrent que, je crois, près de 50% des Français sont révoltés par la situation sociale, que je crois, plus de 50% des Français soutiendraient un grand mouvement de contestation sociale, etc. Et puis d'un autre côté, les mouvements sociaux, c'est là où peut-être qu'on a une petite différence, c'est que moi, je suis plus pessimiste que vous. C'est-à-dire que je vois que les mouvements sociaux, quand même, ont du mal à prendre, que le retour des Gilets jaunes a quand même été plutôt un échec, que finalement les Français ont du mal à aller dans la rue et qu'au fond c'est comme s'il y avait, je ne sais pas, une résignation. Alors évidemment, il y a aussi la répression policière qui fait que je pense que les gens sont quand même plus inquiets dans le fait même de manifester en France est devenu compliqué. Donc il faut aussi prendre en compte ça. Mais c'est vrai qu'au fond, on se rend compte qu'il y a une difficulté dans le pays à envisager la lutte sociale de manière très concrète. Et on a évoqué les récentes grèves, alors que ce soit les raffineurs ou les cheminots. On a vu que les grévistes cheminots qui en ont pris plein la gueule, ça a été un scandale, la manière dont on les a traités. On les a quasiment accusés de terroristes, enfin, je veux dire, de preneurs d'otages, quoi que ce soit. C'était un scandale absolu. Et au fond, ils ont quand même obtenu des choses. C'est-à-dire que en utilisant le rapport de force, la grève, le blocage, ils ont obtenu, alors ils n'ont pas obtenu tout ce qu'ils voulaient, mais ils ont obtenu quand même des avancées qu'ils n'auraient pas eues s'ils n'avaient pas eu ça. Donc c'est aussi le signal qui peut être envoyé à toutes les catégories professionnelles, comme vous l'avez dit, qui est de dire il n'y a que ça qui peut marcher. Moi, je suis de ceux qui pensent que des mouvements de manifestation, etc., ça ne sera pas grand-chose. Je pense que les mouvements de grève, c'est-à-dire de blocage de l'économie, etc., c'est ça qui, je pense, aura un impact dans le rapport de force avec le gouvernement. Alors maintenant, pour finir, juste, c'est la question centrale de tout ça, c'est au fond, on en revient à la situation de notre société aujourd'hui. Mais vous l'avez dit, c'est-à-dire que d'un côté, on a vu donc les dividendes, enfin les actionnaires qui ont battu des records. Là, je crois qu'on évoquait 80 milliards ou quelque chose comme ça de dividendes. Donc c'est un record. On voit les salaires des patrons des CAC 40 qui aussi ont atteint des records. Donc on a d'un côté une situation du côté des grandes entreprises, des grands patrons, etc., qui est florissante. Donc tout va très bien pour eux. Puis de l'autre côté, la crise sociale, le taux de pauvreté qui augmente, les inégalités qui augmentent. Et puis, encore une fois, l'idée, comme vous l'avez dit très bien, le gouvernement qui demande finalement, notamment aux travailleurs modestes et même aux classes moyennes d'ailleurs, vous devez trimer, vous devez bosser plus, etc., pour le bien de la société. Et en fait, les situations de pré-révolte, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'à un moment, on considère que là, ça ne va plus. Il y a la cohésion nationale qui consiste quand même que la solidarité entre les plus riches, les plus pauvres, etc. Là, les conditions ne sont absolument plus remplies. Et au fond, je pense qu'il y a cette symbolique du fait qu'il y a une cassure absolue entre les plus riches et le reste de la population. Parce qu'encore une fois, on dit les deux France, etc. Non, il n'y a pas les deux France. Il y a une extrême minorité qui gagne de plus en plus, et puis le reste, la majorité des Français, en fait, qui souffrent. C'est ça. Et puis en plus, en prenant en compte l'inflation. Donc, la question, c'est, et encore une fois, c'est vraiment, je rejoins tout ce que vous avez dit, c'est comment finalement, au-delà de la question des retraites, se coagule, la question des retraites devient un symbole de tout ce qui ne va pas dans le macronisme et de tout ce qui ne va pas dans la société actuelle. Et ça, alors, je suis un peu pessimiste. J'ai l'impression que les syndicats, on a vu les cheminots, ça a été en dehors des syndicats, je veux dire, le mouvement des cheminots. Donc, est-ce que les syndicats sont eux seuls en mesure de faire advenir ce que vous souhaitez ? Je ne le sais pas. Est-ce qu'il faut aussi un mouvement comme les Gilets jaunes, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux qui s'infiltrent de manière un peu différente ou quoi que ce soit ? En tout cas, moi, aujourd'hui, je suis un peu plus pessimiste que vous. Je ne vois pas les conditions parce que moi, je ne suis pas là appelé à la révolution ou quoi que ce soit, mais juste à l'établissement d'un vrai rapport de force avec le pouvoir. Et j'ai l'impression, juste pour finir, que
finalement, si ils sont aussi à l'aise dans leurs éléments de langage, etc., c'est qu'au fond, ils se disent, ça va passer. Il va y avoir un peu de grabuge, il y aura quelques grèves par-ci par-là, voilà, mais qu'au fond, on va arriver à tenir notre pari, ça va passer, et finalement, on ne va pas avoir de vraies contestations sociales. Effectivement, la Macronie semble avoir conscience de ce pessimisme que vous avez décrit, de cette résignation, même en Conseil des ministres. Ce mercredi, Emmanuel Macron a défendu le projet, une réforme indispensable et vitale selon lui, car sans cette réforme, notre gouvernement accumulera des déficits. Un économiste assez en vue, vous avez dû voir la vidéo passer, Gilles Raveau, ne pense pas la même chose. Il a quelques arguments à faire valoir. Il se trouve que c'est un sujet où l'action publique a agi. Et donc, il y a quelqu'un que tout le monde a oublié, effectivement, qui s'appelle Lionel Jospin, qui avait mis en place un fonds de réserve pour les retraites. Ce fonds de réserve, il est doté de plus de 30 milliards. 35, je dirais même. Voilà. Ouais. Mais il y a des engagements qui fait que bon. D'autre part, les systèmes de retraite complémentaires ont eux aussi des fonds de réserve. Et le président du Conseil d'orientation des retraites, qui est censé être quand même la personne qui connaît le mieux l'état des retraites en France, nous dit ces fonds de réserve, leur total, c'est 116 milliards d'euros. Donc au bas mot, on a, j'avais en tête aussi. voilà, au bas mot, on a 150 milliards de réserves pour les retraites. La CADES, effectivement, aura fini de rembourser la dette de la Sécu en 2024 et dégagera au minimum encore 24 milliards d'euros. Le président de la CADES... dégagera 24 milliards Mais oui, d'euros. oui. Jean-Louis Ray déclare « Aucun gouvernement n'a eu à arbitrer une telle manne ». Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, et donc c'est là qui est quand même sidérant, je suis désolé de décevoir tout le monde, mais en fait, il n'y a pas de problème de financement des retraites. Je rappelle juste ce qu'est la CADES, c'est la Caisse amortissement de la dette sociale qui a pour mission de financer et d'éteindre la dette cumulée du régime général de la sécurité sociale. Donc, on comprend bien que les finances sont plutôt bonnes. Pourquoi vouloir faire passer une réforme aussi impopulaire? On rappelle quand même que 80% des Français sont hostiles au report de l'âge légal de départ à 64 ans. Et parce que le capitalisme, c'est faire un max de profit au détriment de l'immense majorité du monde du travail et de la jeunesse. Et donc c'est pour ça que c'est un enjeu de société. Et en fait, c'est pas une question arithmétique, parce que quand tu vas dans le tiroir caisse de Bolloré, Arnaud ou d'autres grands patrons, tu vois bien qu'il y a de l'argent. Bon. La question, c'est comment et quelle société on veut construire. Mais je veux quand même... la question, c'est pas une question d'optimisme ou de pessimisme. Je comprends qu'on pose le débat dans ces termes-là. On a réussi à empêcher la dernière fois à ce que ça se mette en place. Et c'était en 2019. Les grèves là dont vous parlez, et moi, il y a beaucoup de syndicalistes, moi je suis secrétaire départemental du syndicat majoritaire sur mon département et représentant de l'Union départementale solidaire dans les Hauts-de-Seine. Enfin, beaucoup de syndicalistes ont peur des cadres d'auto-organisation, des coordinations, des comités de grève, mais c'est souvent comme ça en fait qu'on est allé le plus loin dans les grèves et dans les bagarres. Donc, à votre question, vous aviez un peu la réponse dans la question. Évidemment que c'est une combinaison à la fois des structures syndicales, des mouvements qui sont apparus depuis 2016, la combinaison de cette radicalité avec une implantation. Bon, mais aujourd'hui, il nous faut... les raffineurs, ce n'était pas prévu par les directions syndicales. La grève des contrôleurs, ce n'était pas prévu par les directions syndicales. La grève à la RATP, ce n'était pas prévu lorsqu'ils lancent l'appel le 5 décembre que ça devienne une journée interprofessionnelle en 2019. Donc la question aujourd'hui qui se pose à nous, c'est plan de bataille. Plan de bataille. Je veux dire, quand moi j'entame une grève dans un seul service de 30 personnes, c'est pas l'improvisation en disant je lance le 19, 9 jours après, puis on verra bien ce que ça donne, bouteille à la mer. Là, il y a une urgence à se mettre autour de la table. Les Olivier Besancenot, les Jean-Luc Mélenchon, les représentants syndicaux comme Philippe Martinez, de tous les niveaux, nationaux, politiques, associatifs, locaux, représentants de Gilets jaunes, du mouvement associatif et de la jeunesse, pour discuter la vapeur. On voit bien là que tout le monde est contre. Donc le 19, ça sera très gros. Mais la discussion, c'est comment on entame ce bras de fer. Pour l'instant, pourquoi le gouvernement, il fait semblant d'être un peu détendu, parce que s'il était vraiment détendu, on n'aurait pas attendu autant avant de faire ses annonces. Mais il espère qu'il n'y ait pas d'organisation. Il y a une vapeur, il faut un piston. Et il faut maintenant que l'ensemble des organisations politiques, syndicales, associatives prennent leurs responsabilités, se rencontrent dès ce week-end, pas de manière séparée, à tous les niveaux, et discutent
d'un plan de bataille dans lequel on dira, à partir de cette date, comme en 95, comme en décembre 2019, c'est le point de départ du bras de fer. Est-ce qu'on le remportera ou pas? On verra bien. On décrète jamais la grève générale, mais elle se construit. Et s'il ne faut pas juste se cacher derrière, c'est pas on appuie sur un bouton, mais une grève générale, elle se construit. Un mouvement d'ensemble, il se construit. Et de notre côté, aujourd'hui, je trouve qu'il y a trop d'effets d'annonce, trop de questions d'unité et pas assez de stratégie, pas assez de plan de bataille. Donc pour vous, Gaël Guirante, avant que vous partiez, désolé, on vous retient un peu plus, pour vous, la grève générale serait vraiment l'arme fatale qui pourrait faire reculer le gouvernement. Un gouvernement bien décidé. Au moment des raffineries, je crois que c'était un de vos collègues de Mediapart qui disait « mais la gauche parle que d'unité pour les élections et pas de mobilisation et de grève générale ». Oui, on fait partie de cette gauche anticapitaliste, lutte de classe, révolutionnaire, qui dit en fait tout ce qui a été obtenu par notre camp. Et c'est souvent la combinaison de blocage de l'économie et de manifestation. Parce que loin de là de penser que, en gros, tout le monde aura un rôle à jouer dans ce bras de fer, avec ou sans emploi, jeunes, vieux, travailleurs du public ou du privé. Mais il faut le combiner, il faut l'organiser, il faut le conjuguer. Et très franchement, imaginez, et c'est possible, c'est ça qui est excitant et enthousiasmant, si on remporte une victoire, si on les empêche de mettre en place ça, mais ça ouvre... Eux, ils veulent enfoncer une digue, mais si de l'autre côté on résiste, ça ouvre tout un champ de possibles. Et ça montre quoi en fait? Que c'est bien plus efficace la lutte majoritaire, massive, par la grève et le blocage, que le vote de députés au Parlement ou d'un quelconque référendum. Et ça, malheureusement, ce raccourci-là, on ne pourra pas l'empêcher, mais il faut l'organiser. Merci beaucoup, Gaël Guirante. Merci. Je ne vous retiens pas plus longtemps, je ne veux pas abuser de votre patience. Merci voilà. Je rappelle Gaël Guirante, syndicaliste, militant Sud PTT, symbole des combats de la Poste, militant du nouveau parti anticapitaliste. Exactement. Merci de m'aider. Merci sympa. à vous. On continue, on poursuit quand même l'échange avec vous, Mathieu Slama, mais j'ai envie de vous reposer la question que j'ai posée à Gaël Guirante. Selon vous, pourquoi, on l'a vu, l'économiste nous l'a expliqué, les déficits qui sont annoncés ne sont pas aussi catastrophiques, il n'y a pas de déséquilibre, en tout cas pas celui qui est annoncé. Alors pourquoi poursuivre, étant donné qu'en plus le contexte est quand même assez délicat, l'inflation, la guerre en Ukraine Je pense que, d'une part, l'intervenant qu'on a entendu a complètement raison. Et d'ailleurs, je crois que le Conseil d'orientation des retraites, alors c'est quelque chose qu'on entend beaucoup ces derniers temps, a rendu un rapport dans lequel il est en effet dit que le déficit, aujourd'hui, la caisse des retraites est excédentaire et qu'on ne prévoit pas une trajectoire de déficit catastrophique d'ici 20-30 ans. Donc, en fait, en effet, la question de la nécessité de cette réforme des retraites, elle est battue en brèche par de nombreux économistes et par le Conseil d'orientation des retraites, donc les gens qui savent de quoi ils parlent. Moi, je crois donc cette obstination dans cette réforme, c'est plusieurs choses. C'est d'abord, je pense, une logique qui est profondément jusqu'au boutiste d'Emmanuel Macron, qui est de dire, si j'arrive à faire passer ça, après, c'est bon, je peux tout faire passer et j'aurai imprimé ma domination politique. Et aussi l'enjeu qui est de dire, je peux gouverner après, derrière, de manière assez tranquille, au sens où j'ai fait passer la réforme la plus censée être à la fois la plus difficile et aussi la plus symbolique de son mandat, parce que je rappelle quand même que c'était cette réforme de retraite à peu près la seule mesure qu'il mettait en avant dans son programme. C'est quand même nous donne une indication de quand même la médiocrité du macronisme, parce que si le programme au cœur de son projet c'est la réforme de retraite, il faut quand même se poser des questions. Donc je pense qu'il y a d'abord une raison symbolique, et puis la deuxième raison, c'est encore une fois, pour plaire à la fois à son électorat, à ses cibles, au milieu d'affaires, etc., qui attendent cette réforme, et qui est au fond une manière de dire, on fait des économies, encore c'est ce qu'on disait, on fait des économies sur le dos des travailleurs, plutôt que faire ce qu'une partie de l'opposition réclame, et ce que aussi un certain nombre d'économistes réclament, c'est-à-dire mettre en place une taxe sur les super-profits, taxer les dividendes davantage, enfin bref, des mesures sociales qui permettraient de toucher plutôt aux plus riches et aux aisés, plutôt que de toucher aux gens les plus défavorisés. Et encore une fois, c'est vraiment, il me semble là-dessus que
voilà, les enjeux sont particulièrement présents. C'est qu'au fond, cette réforme des retraites, elle va toucher avant tout les plus modestes, les travailleurs précaires, ceux qui travaillent dans des conditions les plus difficiles. Voilà. Et puis on oublie aussi une chose, c'est que entre les plus riches et les plus pauvres, il y a 13 ans une différence de 13 ans d'espérance de vie. Voilà, que l'espérance de vie en bonne santé, elle est de 62,3, 64. Donc c'est vraiment là un enjeu absolument primordial qui se joue sur cette réforme. Ouais, vous faites certainement référence à l'infographie qui a été publiée par Libération et qui rappelle qu'à l'âge de la retraite, 25% des plus pauvres sont déjà morts, ce qui fait quand même aussi une fois de plus démentir Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui déclarait que nous devons travailler plus longtemps parce que nous vivons plus longtemps. Voilà, et ce graphique dont vous parlez, c'est à 62 ans, donc l'âge actuel de départ à la retraite, voilà, 25% des plus pauvres sont déjà morts. Donc encore une fois, ça, c'est l'enjeu, un des enjeux fondamentaux de cette réforme. Mais encore une fois, à mon sens, vraiment, il y a là vraiment quelque chose qui est de l'ordre pour Emmanuel Macron de imposer à la fois sa vision du monde, ses thèmes politiques, pour ensuite pouvoir faire à peu près ce qu'il veut. Et c'est pour ça, je crois, que l'enjeu de l'opposition est important. C'est que si une opposition suffisamment forte arrive à faire capoter ce projet, là, ça veut dire que tout est possible, en effet. Ça veut dire que face aux régressions sociales qui vont avoir lieu, il y a des oppositions qui peuvent être efficaces, qui peuvent être menées à bout. Et donc, c'est quelque part mettre un stop au projet macroniste qui, pour l'instant, est sans réelle opposition. Et il y aura, juste, je finis là-dessus, il y aura un enjeu, c'est comment ça se passera au Parlement. Parce qu'apparemment, ça va passer dans une loi rectificative. Et donc, le 49.3 pourra être activé. Alors, effectivement. Et donc, là-dessus, voilà, je crois que je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est comme ça que ça va se passer. Et donc là-dessus, il va y avoir aussi un enjeu au Parlement, c'est est-ce qu'il va y avoir une division au sein de la droite, par exemple, sur ce projet. J'ai vu que, par exemple, certains à droite émettaient des réserves. Est-ce que l'opposition va être suffisamment forte pour, finalement, obliger le gouvernement à passer par un 49.3 ? Et alors là, ça serait aussi symboliquement désastreux, quoi. Alors, tout dépendra peut-être de la manifestation et des grèves du 19 janvier prochain, parce que si effectivement elle mobilise beaucoup, on voit difficilement comment Elisabeth Borne pourrait une fois de plus recourir au 49.3. Ça serait vraiment une déclaration de guerre pour le coup. Mathieu Slama, quelle est à votre avis l'arme fatale qui pourrait faire reculer un gouvernement qui à ce point décidé ? Il me semble qu'il y a deux aspects. C'est d'une part l'opposition en effet parlementaire et le travail des parlementaires, parce qu'on est quand même dans une démocratie parlementaire. Donc voilà. Et même si ce gouvernement a un mépris absolu pour le Parlement, qui ne sait jamais, qui est quand même assez frappant, le rôle du Parlement et de l'opposition, et notamment à gauche, sera évidemment important. Et puis d'autre part, évidemment, est-ce qu'il y aura un mouvement d'ampleur ou pas dans la rue et du point de vue des grèves. Ça, c'est, je pense, fondamental. En 95, quand même, ce qui a fait reculer la réforme Juppé, c'est des millions de personnes dans la rue, parce que c'était des millions de personnes. Alors, évidemment, on a l'impression que ces images-là, c'est un peu de l'histoire ancienne. Voilà. Est-ce qu'on peut retrouver, en tout cas, des centaines de milliers de personnes dans la rue ? On verra. Et puis, d'autre part, aussi, les mouvements de grève à travers les syndicats, les catégories professionnelles qui, peut-être, trouveront... et là, j'étais d'accord avec Gaël, c'est-à-dire l'idée d'un vrai plan, d'une organisation, d'une concertation, pour que des grèves se mettent en place et qu'un vrai rapport de force fasse reculer le gouvernement. Mais bon, pour l'instant, je reste un peu pessimiste par rapport à ça, mais j'espère que l'avenir me donnera tort. Effectivement, parce que le 19 janvier, c'est demain. Et d'ailleurs, Gaël Guérant le déplorait. On aurait dû d'ailleurs se réunir, se concerter bien avant l'annonce de ce projet de réforme des retraites. Je ne vous retiens pas plus longtemps non plus, Mathieu Slama. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également qui nous regardez. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre en direct ou en replay.